Bonjour tout le monde et bienvenue à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour ce tout nouveau format du podcast Let's Go Digital du MBA MCI. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agilité, de l'IA et de l'intelligence collective, les piliers de l'écosystème de demain. Alors pourquoi on va parler de ce sujet-là? Parce que c'est quelque chose qui nous touche tous dans nos vies professionnelles et personnelles. Tout le monde est impacté. Alors, comme vous vous en doutez déjà, notre monde économique est de plus en plus complexe et incertain. Il change rapidement, et les évolutions industrielles et technologiques des précédentes décennies ont fondamentalement changé notre vision du monde. Par exemple, c'est la seconde fois que les millénials vont connaître une révolution technologique de grande envergure. L'avènement d'Internet a déjà remodelé nos organisations et l'IA s'apprête à faire très fortement la même chose. Alors l'IA va bousculer nos modes de consommation, nos rapports au travail, la manière dont nous interagissons entre humains et comment nous allons l'adopter et l'adapter pour faire mieux avec moins. Et bien sûr, les impacts éthiques et de confidentialité des données que soulève l'IA est aussi un enjeu majeur de ces questions. Alors c'est quoi le point commun de ces deux technologies, de ces deux révolutions technologiques? C'est la capacité qu'elles ont à impacter l'ensemble de nos métiers, de nos vies, de nos sociétés et forcément de nos comportements. Donc c'est aussi bien sûr la nécessaire transformation numérique et organisationnelle de nos entreprises. Je suis Thomas Bellec et étudiant au MBA MCI de De Vinci Exécutive et je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui pour passer ces quelques minutes ensemble pour parler de ces sujets qui me passionnent et sur lesquels j'écris actuellement une thèse qui sera, je vous l'assure, passionnante à lire et à regarder. Cette thèse, elle se veut plus comme un guide, comme des bonnes pratiques, comme un sujet qui va vous aider à adresser, des nouvelles stratégies, des nouveaux comportements, dans vos entreprises pour mieux s'adapter au monde, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, à première vue, pas de connexion ou de synergie entre les termes d'IA, d'agilité et d'intelligence collective. Néanmoins, si on s'y attarde et qu'on s'y penche un tout petit peu, on voit que l'agilité, c'est quoi? C'est des méthodes, ce sont des approches qui vont aider les organisations à mieux s'adapter à un monde qui est VUCA, donc volatile, incertain, complexe, etc. Donc ça touche aux organisations. Ça touche aux humains, parce que l'agilité met au centre de ces pratiques l'humain et comment on fait pour travailler ensemble de manière plus efficace. C'est ça qui relève de l'agilité. Comment est-ce qu'on implante la technologie à l'intérieur de ces processus pour aller vite, pour faire plus avec moins. Comment on s'adapte à un nouveau marché, à une nouvelle clientèle, à des nouveaux utilisateurs qui sont plus exigeants et plus au fait des technologies. Comment est-ce qu'on passe d'un mode produit à une échelle de valeur? C'est-à-dire, le produit est construit sur l'ensemble d'une ligne qui travaille ensemble sur l'avènement du produit et son amélioration permanente. L'agilité, il faut le savoir, c'est plus que des méthodes, plus que des approches, c'est surtout un état d'esprit. Et c'est ça qui est important à retenir dans l'agilité, c'est un état d'esprit à avoir, à chercher, à rechercher. C'est de l'amélioration continue. Par exemple, je vous parlais de Kodak. Je pense que tout le monde connaît cette entreprise qui, du jour au lendemain, s'est vue retrouvée et reléguée au dernier rang de la photographie. Pourquoi? Ils étaient leaders sur la photographie, argentique et sur le développement de photos. Ben oui, c'était la technologie d'avant. Le numérique est arrivé là-dessus. Alors petit fun fact, Kodak est précurseur dans le numérique. Ils se sont lancés très tôt dans cette technologie, mais n'y ont pas suffisamment cru. Par contre, des petits concurrents qui ne sont aujourd'hui plus, Nikon ou Canon, eux, ils y ont cru et ils ont investi massivement dans une technologie qui était nouvelle et qui est progressée à vue d'œil. Et Kodak a donc raté ce virage technologique qui est le numérique et s'est retrouvé bon dernier de sa classe, malheureusement pour lui, et il n'a pas su se réinventer maintenant. Alors ça, c'est un petit exemple pour vous montrer qu'une entreprise qui n'est pas aujourd'hui dans un contexte et dans un mode de pensée agile, dans sa façon d'aborder les sujets, de s'adapter rapidement à des nouvelles technologies, de recadrer sa stratégie, de repenser, ses ressources humaines et financières, elle peut, du jour au lendemain tomber son piédestal et ça peut faire très, très mal.
L'important dans l'agilité, comme je vous le disais, c'est l'adaptabilité et l'amélioration continue. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer notre produit pour qu'il soit toujours over the top, qu'il soit toujours le meilleur? Là, on pense aussi à la transformation numérique, hein. Si on prend 4 axes qui sont aujourd'hui essentiels pour cela, le côté data centric, user centric, customer centric et bien sûr l'intermédiation, on voit bien que ces 4 axes permettent aujourd'hui d'être dans une évolution agile des choses parce qu'on est centré utilisateur pour son besoin, pour notre business, pour notre entreprise. Et l'agilité permet de faire ça en faisant des petits pas, des petites itérations. On parlerait du framework Scrum, on parlerait de sprint, qui permet de, à chaque fois, développer une petite fonctionnalité testable. Tu peux faire du test and learn, vérifier si ça marche, si ça marche pas. Est-ce que notre ROI est suffisant? Est-ce que nos KPI se révèlent utiles? Est-ce que les OKR de notre entreprise sont suffisamment précis et réussis pour nous amener vers le développement de notre affaire? Donc l'agilité, ce n'est pas qu'une affaire de méthode ou d'approche, comme je viens de le dire. Alors maintenant, forcément, on va parler un peu de l'IA. L'IA, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est une technologie disruptive. Elle touche à des enjeux sociétaux et tous des enjeux éthiques, des enjeux de confidentialité de la donnée, des enjeux de gouvernance de la donnée, de la gouvernance tout court des organisations. Elle menace les emplois, mais ne fait pas que être une menace. C'est aussi une augmentation des capacités d'un humain, donc c'est une opportunité pour faire mieux, pour aller plus vite, pour dégager du temps. C'est aussi un plongeon dans l'inconnu, hein, l'IA, on ne sait pas trop où on va aujourd'hui, pour le peu qu'on en connaisse. Il faut savoir quand même que l'IA, elle est pas toute jeune, elle est déjà là, elle est déjà partout autour de nous. Dans les années 50, Alan Turing a créé un test pour savoir si, une IA, pouvait se passer pour un humain en mettant 2 personnes, séparées par un mur et juste, un menu de discussion pour échanger et savoir si l'IA pouvait, si l'humain pouvait faire la différence entre un humain qui lui parlerait, qui lui répondrait et une IA. Ce test-là est toujours en vigueur et même ChatGPT n'a pas encore réussi à le faire à 100. Je crois que son record est à 54 ou 64. Donc ça donne une petite idée de l'âge de l'IA. Alors à l'époque, hein, c'était plutôt des algorithmes, statistiquement et mathématiques. Alan Turing est connu pour ça parce qu'il a fabriqué une machine capable, de casser les codes de la machine Enigma des Allemands pendant la guerre, ce qui était très utile pour déjouer plein de plans et éviter des pertes humaines. Donc on voit déjà l'impact technologique sur l'humain, c'est dingue. Si on continue un peu plus loin, on peut voir aussi que des IA ont battu des humains sur des jeux, à haute constance, comment dire? En utilisant beaucoup le cerveau humain, comme par exemple Kasparov, Garry Kasparov, qui est un grand joueur d'échecs, un champion mondial, de l'époque, qui s'est fait battre, par l'IA de Deep Blue. Et un peu plus tard, AlphaGo, qui a battu, Lee Sedol, le meilleur joueur de Go du monde. Alors il y a d'autres choses comme ça qui ont avancé comme, une IA de, OpenAI, qui a aussi battu des joueurs, amateurs et professionnels d'un jeu que vous connaissez peut-être, déjà, qui s'appelle League of Legends. Et ça, c'est très important et intéressant dans le sens où la technologie a fait un tellement grand bond qu'elle est capable de déjouer des stratégies parce qu'elle sait calculer sur plusieurs coups d'avance ce qu'un joueur peut éventuellement faire comme comme, comme choix. Et ça, c'est très intéressant. Les capacités mathématiques, statistiques et de performance des GPU ont augmenté avec le temps. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que l'IA comme ChatGPT qui est sorti en novembre 2022, est arrivé sur l'étal du grand public et dans nos mains aujourd'hui, dans nos smartphones, partout autour de nous. Là, on a fait un énorme bond, hein. On est passé des machines déterministes qui sont programmées pour une chose, à des machines, plutôt empiriques comme ChatGPT qui apprennent sur le tas et qui, grâce à des données déjà pré-entraînées, donc GPT c'est pré-transformers, pré-trainers, c'est comment elles ont happer le web, comment elles se sont fait, comment dire, entraîner sur des données donc textuelles pour avoir un savoir qui peut être, attention, biaisé par celui qui l'a écrit. Il faut faire attention au biais et à l'éthique de l'IA. C'est très important de bien l'avoir en tête.
Mais l'IA, mine de rien, ne comprend pas ce qu'elle écrit, parce que c'est un modèle statistique pour elle, c'est-à-dire qu'elle est asémantique. Elle peut vous construire une phrase tout à fait pleine de sens à vos yeux, mais ne pas comprendre, elle, son sens. Euh, et ça, c'est intéressant, ça veut dire que l'humain aura toujours ce côté-là utile en voyant l'IA comme un outil. Et c'est mon point de vue également. Et sur ce point en particulier, je rejoins Ian Ferguson qui en parle dans une de ses conférences auxquelles j'ai assisté, et je le remercie de m'avoir aidé sur cette réflexion. Et maintenant, l'intelligence collective. Alors pourquoi on en parle? Parce que je vous rappelle que nous sommes des animaux sociaux. On adore discuter avec les autres, échanger, créer des groupes, travailler en groupe, créer des civilisations, des autoroutes, des pyramides, la tour de Babel dans la mythologie et dans la Bible. Et ça, c'est intéressant parce que avec la synergie de nos cerveaux connectés, ensemble, on arrive à faire de grandes choses, à accomplir des merveilles. On en a plein autour de nous et ça, il faut bien en prendre conscience. C'est aussi quelque chose qui permet de développer le champ des possibles. À deux cerveaux, on va plus loin, on va plus vite, parce que on a d'autres connexions qui se font et que moi, je pense une idée, mon collègue peut penser une autre et ça peut créer une synergie intéressante. C'est de la collaboration. C'est de la motivation et de l'engagement. Grâce à une collaboration, on peut créer des choses plus intéressantes et aller plus loin dans la façon dont on adresse un sujet, par exemple. L'humain, c'est aussi intéressant face au processus. Comment est-ce qu'un humain réagit à une nouvelle organisation, une restructuration en entreprise, par exemple? Comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il le prend bien, pas bien? Est-ce qu'un humain prend bien une nouvelle technologie comme Internet? Est-ce que le jour où on a eu un ordinateur entre les mains, tout le monde s'est dit oui, super, je suis trop content? Non, au départ, c'était pas ça, hein. On avait peur de la technologie, on avait peur de ce que ça pouvait faire, ça prenait à nos emplois. Donc, aujourd'hui, on doit réfléchir avec l'intelligence collective à une nouvelle intelligence qui s'appelle l'intelligence compétentielle. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'intelligence technique, les hard skills, et l'intelligence cognitive, donc les soft skills? Comment on met les deux ensemble pour créer des synergies et utiliser l'un avec l'autre de façon très efficiente? Par exemple, je pense que la plupart des entreprises du monde utilisent aujourd'hui Teams. Vous pouvez faire des choses incroyables. Vous pouvez transcrire une conversation d'un call que vous avez eu avec votre équipe, en créer un résumé, en retirer des insights, un plan d'action, tout ça de façon automatique sans y mettre une seule goutte de votre sueur et d'encre sur papier. Ça, c'est phénoménal. Vous pouvez créer des tableaux blancs directement dedans, créer des synergies, vous pouvez envoyer un mail à partir de Outlook, ça se répercute sur votre calendrier. Enfin, tous ces outils-là sont déjà avec de l'IA. Donc, si on rajoute de la coloration IA humain en même temps, on va pouvoir classer plein d'idées en même temps qui sont regroupées à droite, à gauche, et faire ce que notre cerveau à nous est capable aujourd'hui, c'est de connecter des idées contextualisées à différents endroits, de différentes manières. Alors voilà, 3 sujets, hein, l'IA, l'agilité et l'intelligence collective, ça fait beaucoup de choses. Bon, pourquoi on en parle? Parce qu'on parle aussi du métier et de l'avenir du futur du travail, hein. Aujourd'hui, 20 du travail qu'un collaborateur fait, en tout cas 20 des collaborateurs qui sont aujourd'hui des employés, ils étaient que 1 de pionniers auparavant, il y a 10 ans. Aujourd'hui, 20 ou 25 du travail est fait de façon clandestine avec des IA, pas forcément autorisées, par l'entreprise. Et les personnes qui les utilisent se trouvent plus productives avec elles. Sans elles, ils perdent un peu de la saveur du sens de leur métier. 50 à 60 des métiers seront impactés demain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que demain, une IA pourra mieux faire une des tâches que vous avez dans votre corpus de métier. Par exemple, je suis expert comptable, l'IA peut très bien faire un tableau Excel de calcul facilement à ma place sans que moi j'y ai la main dessus. Par contre, il n'aura pas l'intelligence de mon métier. Comment est-ce que je dois adresser et comprendre les données qui sont dans ce fichier pour aider mon entreprise à la faire mieux avec ces données-là? Par contre, ce qui est certain, c'est que 10 des métiers vont disparaître. Ah oui, c'est sûr que prompteur de cinéma peut disparaître. Peut-être que les caissiers, aujourd'hui, ça touche à l'humain, on est direct, vont être remplacés par des machines. On le voit déjà, c'est notre quotidien. Quand vous allez faire vos courses en bas de chez vous, vous avez 2 choix possibles. Des caissiers ou bien des machines automatiques. À vous de voir lequel vous préférez.
et d'en tirer les enseignements. Alors pour illustrer ces propos-là, Google a sorti une étude récemment sur l'impact de l'IA dans les métiers et dans les entreprises. Et une étude réalisée en 2023 auprès de 14 000 utilisateurs qui exerçaient diverses professions dans 14 pays ont révélé que 28% des personnes interrogées utilisent déjà l'IA générative au travail, comme je vous le disais. Et parmi ces utilisateurs-là de l'IA, 55% avaient déjà travaillé des outils non approuvés par l'entreprise et 40% de ces outils-là étaient interdits par l'entreprise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 71% de ces utilisateurs-là ont déclaré que la technologie les rendait vraiment plus productifs. Et ça, c'est une note à avoir en tête, que 58% d'entre eux ont indiqué qu'ils se sentaient plus engagés grâce à elle. Alors, est-ce que l'IA dans les entreprises serait la recette magique pour que de nouveau les employés se sentent mieux engagés, mieux motivés dans leur outil de travail? Je pense que la génération qui vient après moi, c'est sûr que oui. Si elle n'a pas certaines choses, certains avantages dans son métier et notamment technologiques, il risque de s'ennuyer, de partir ou même de pas venir. Donc le recrutement des talents va être un problème par la suite. Alors, c'est quoi la solution du coup aujourd'hui? Comme je vous le disais tout à l'heure, ma thèse, c'est plus comme un guide de bonne pratique, un guide qui permet d'aider les dirigeants, les leaders, à devenir plus agiles, une façon de mieux réfléchir l'humain et le travailler ensemble grâce à la technologie. Donc le mix, il est simple, ça serait de mixer l'agilité, l'IA avec l'intelligence collective. Ça remonte plusieurs questions, notamment, c'est quoi le futur du travail? Comment est-ce que les équipes vont être organisées demain? Comment est-ce que ça va aider les équipes dans l'automatisation des tâches? Est-ce que elles vont devenir plus créatives? Est-ce que ça va permettre de libérer plus de temps pour créer plus de valeur ajoutée sur des choses plus intéressantes que des tâches répétitives sans vraiment utilité? C'est, je pense, le futur de l'équipe 4.0, j'appelle ça. L'équipe agile de demain, par exemple, c'est une équipe, au lieu d'être 10, c'est-à-dire un product owner, un scrum master, par exemple, si on parle d'une équipe scrum, des développeurs, des testeurs, des QA analystes, etc., dans le monde du logiciel, j'entends, et ben en fait, au lieu d'être 10 personnes, elles seront peut-être plus que 5, ou peut-être même plus que 4. Toujours un rôle product owner qui permet d'adresser le besoin, le métier, c'est qui connaît la technologie, c'est qui connaît le client. Un Scrum Master qui permet d'aider tout le monde à mieux s'entendre humainement, parce que n'oubliez pas que l'humain est toujours là, et le reste, c'est des testeurs, des développeurs, pardon. Mais ces développeurs-là, ils sont aidés par un troisième membre que toute l'équipe peut avoir dans sa poche, c'est l'IA. Et grâce à elle, les développeurs déjà on peut utiliser Copilot, GitHub Copilot par exemple. Ça permet de créer un code plus sûr, plus robuste. Mais l'intelligence du développement ne peut pas être confiée à la machine. Une machine, elle va coder, point, barre, c'est tout. Elle sait très bien faire ça, c'est facile. Par contre, comment est-ce que je code et pourquoi je le fais de cette manière, ça, c'est le travail des développeurs. Donc on aurait des équipes qui seraient plus petites, différenciées sur différents produits, qui avanceraient de manière itérative et ensemble sur une même valeur d'échelle alignée. Donc ça, c'est un des modèles de SAFe notamment, un framework d'agilité à l'échelle, et ce qui permettrait d'avancer plus loin, plus vite, sur de petits incréments avec des équipes plus agiles encore parce qu'elles seront plus petites, donc forcément moins d'interactions humaines, donc moins de combinaisons possibles et plus de communication entre eux. C'est aussi un leadership qui est augmenté. Un leader agile, c'est un manager qui va utiliser toutes les compétences des outils collaboratifs qu'il a avec lui en utilisant l'IA pour lui permettre d'avancer sur des tâches qui sont répétitives comme les comptes vendus, le feedback des KPI, le feedback retour terrain, le monitoring des projets qu'il a sous sa coupe et permettre de développer plus de valeur ajoutée dans l'échange humain, dans l'accompagnement de comment je fais pour que mon collaborateur devienne plus engagé, on en a parlé, qu'il se sente mieux au travail, qu'il a envie de venir et que forcément il délivre plus de valeur. Un employé désengagé produit 40% moins de valeur qu'un employé qui est engagé dans son travail et motivé, parce qu'il y a du sens dans ce qu'il fait. Donc, c'est la nouvelle organisation agile à l'ère de l'IA que je vous propose dans cette thèse. En tout cas, c'est une première lecture. J'ai pas la réponse forcément à tout, mais je pense que l'idée, elle est déjà émergente et on peut s'y intéresser. Alors, il y a quelque chose aussi qui est très important qu'on doit absolument aborder dans cette discussion qu'on a ensemble. Bien sûr, c'est moi qui parle, je suis en monologue total, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça ouvre peut-être des portes chez vous, des chakras. C'est la conduite du changement.
Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont disposés qu'à ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un rôle de RH. Ce sont des humains, comme vous et moi, qui ont une capacité d'écoute et d'empathie à travailler sur des sujets stratégiques et comment est-ce qu'on fait pour aligner le top management et les équipes opérationnelles. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que, ça permet de se dire qu'aujourd'hui, un humain, dans son quotidien, il y a un changement, il va forcément avoir une résistance au changement. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est fait comme ça. Aujourd'hui, on utilise des biais pour avancer plus vite. Lorsqu'on est surchargé d'informations tous les jours, notre cerveau, il déclasse automatiquement. Il déclasse automatiquement, pourquoi? Parce qu'il a des biais en disant ça, c'est pas intéressant, intéressant, pas intéressant, je ne lis pas, c'est pas intéressant, etc. Et donc c'est la même chose. Le change management, ça va permettre de reconnecter en fait les humains entre eux et se dire voilà, mon entreprise elle veut aller à cet endroit-là, elle a une vision, elle a une mission, elle fait partie de la transformation numérique. Et comment est-ce que j'accompagne mes équipes opérationnelles pour les raccorder à ça? Comment je les accompagne pour que les objectifs soient communs pour les employés opérationnels, ce qu'ils font, et les visions du top management dirigées par les dirigeants? Je crois que la conduite du changement fait partie intégrante, de la nouvelle organisation apprenante de demain et il doit être un rouage dans, la transformation agile ou même numérique des entreprises. C'est aussi un game changer pour casser les structures des organisations dites traditionnelles, hein, celles qui sont très verticalisées et pyramidalisées, en ayant plus une orientation, alors pas flat, hein, parce que ça marcherait pas, parce que plus on grossit, plus c'est compliqué. Au-delà de 150, comme vous le savez, c'est compliqué d'avoir une organisation qui fonctionne en autonomie. Il faut des relais. Mais en tout cas, il faut avoir plus d'horizontalité dans les équipes, comment les équipes s'organisent et comment est-ce que la prise de décision peut être accélérée, de façon à ne pas freiner en fait la créativité et l'innovation des équipes. Donc mon sujet, il est fondamentalement tourné autour de l'humain, au centre des interactions et des processus qu'aujourd'hui on a. Il faut pas oublier ça. Connais-toi toi-même. Tout le monde connaît cette phrase. Elle est inscrite sur le temple d'Apollon à Delphes et elle a été très largement répandue par Socrate notamment. Ce que je souligne ici, en fait, c'est que l'humain joue un rôle fondamental dans l'acceptation des changements, bien entendu, mais aussi dans l'innovation, donc comment on pense l'avenir de demain, comment on pense les métiers de demain, comment on évalue les compétences de demain et celles dont on a besoin. Et ça ne peut passer que par 3 choses très, très importantes qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui et dont on doit se saisir, c'est l'acculturation, la formation et la pédagogie pour y arriver. Sans ça, c'est difficile, d'aller loin, parce que vous aurez toujours des personnes qui seront, biaisées par, leurs croyances, sur leurs idées reçues, qui ne voudront pas aller vers l'avant. L'IA est pas forcément mauvaise, elle est pas non plus, tout à fait bonne. Il faut avoir et faire preuve de sens critique dans la façon dont on explore ce sujet et ce qu'elle va nous apporter. L'IA, comme je le disais tout à l'heure, est un outil. Elle est asémantique, elle comprend pas ce qu'elle fait. La seule façon, c'est de la prendre par la main. Même si aujourd'hui on a des compétences, elle a des compétences, pardon, la machine, de nous comprendre en langage naturel, je vous signale qu'avant, il fallait coder pour lui parler. On doit garder cette capacité, cette compétence technique qui nous permet, de comprendre la machine, comment elle fonctionne. Parce que sinon, on va rester dans les références, que nous dessert le cinéma, par exemple, ou la littérature, dystopique et apocalyptique, où Skynet viendrait tous nous tuer, elle serait là pour nous maîtriser l'homme et la servir, que Matrix, c'est complètement une idée dystopique, de la réalité qui dirait que, en fait, on est tous en train de dormir dans des cocons et c'est la machine qui gère nos idées, nos émotions, même jusqu'à goûter, la nourriture. Et l'Odyssée de l'espace, ça serait un ordinateur qui prendrait ses propres décisions parce qu'ils se sent menacés par l'humanité. Donc il faut pas qu'on en aille jusque-là, mais là je m'inspirais des propos de Jean-Philippe Diébiol, parce que j'ai participé à un forum sur, l'IA et l'humain, où il était présent et il disait, qu'aujourd'hui l'IA nous pulvérise déjà sur les hard skills. Coder, le calcul mental, le stockage d'informations, le savoir. Et par contre, nous, on la pulvérise sur le côté soft skill, donc l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la contextualisation et notre capacité à créer des connexions neuronales entre des sujets qui n'ont pas forcément de lien apparent. Par exemple, mon sujet est totalement là-dedans.
Donc l'IA, ce n'est pas forcément le diable qui s'habille en Prada, où l'on dépeint, une IA qui est, déjà là tous les jours, dont on se sert tous les jours, mais qui nous domine et dont on est totalement dépendant. Non, non, l'IA, il faut l'utiliser pour ce qu'elle est. C'est un outil algorithmique, avancé, complexe, auto-apprenant, sur lequel on peut compter. Et comme les calculatrices, ou l'ordinateur ou encore le smartphone, quand ces technologies sont arrivées dans nos mains, oh là, on a dit: «Ouh là là, non, non, ça va casser, tout ce qu'on sait déjà, va falloir tout réapprendre, on saura rien», alors qu'aujourd'hui, on ne travaille pas sans. Aujourd'hui, vous écoutez ce podcast, grâce à l'IA. Je vous rappelle que si vous écoutez ma voix, et j'en suis ravi, moi aussi, c'est grâce aux recommandations de votre, centre de podcast préféré. Donc merci l'IA de nous avoir permis de nous mettre en connexion. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le contenu de ma thèse et comment ce guide peut vous amener à penser différemment et à repenser vos métiers et vos compétences, à faire en sorte que, les compétences de demain soient les vôtres et non celles de ceux qui vous succéderont. Donc on peut toujours se connecter, hein. J'ai un LinkedIn, vous me cherchez sur LinkedIn Thomas Bellec et puis MBA MCI. Normalement avec ça, vous devrez pouvoir trouver facilement, mes coordonnées et je serais ravi d'échanger avec vous autour d'un verre, autour d'un appel, d'une visio. Je pense que l'échange humain, il reste là et les outils nous le permettent. C'est comme quand la Covid est arrivée, je crois que le monde s'est arrêté. Oui, c'est vrai que dehors on voyait des biches et des sangliers, mais il faut pas oublier que des centaines de millions de personnes ont pu retourner au travail grâce à la technologie comme, je citerai que Zoom, Teams ou toutes ces choses-là et on a vu une transformation accélérée en un claquement de doigts parce que, un événement extérieur est venu perturber les entreprises. Elles se sont forcées à s'y mettre. Donc la Covid a joué un rôle très important dans l'avènement des IA, dans l'avènement de l'intelligence collective, de nos organisations et de nous humains. Donc ma thèse et ce support-là, il se veut pédagogique et porté sur l'avenir et j'offre quand même une vision assez positive mais critique de notre futur du travail grâce au triptyque de l'agilité, de l'IA et de l'intelligence collective. Et pour moi, c'est une des clés pour répondre à un futur incertain et j'espère qu'elle vous passionnera autant que moi. Alors je vous dis à très bientôt, je vous dis merci pour votre écoute et qui sait, peut-être autour d'un café un de ces jours. À bientôt!